Alors voilà cette ambiance magnifique à la recherche, au sein de la recherche School of Pacific Studies. Je dirais que sur le plan intellectuel, comme ça, l'espace intellectuel qu'on était en train d'ouvrir, on appelait ça le domaine, l'écologie culturelle, l'écologie humaine, ou parfois l'écologie anthropologique. Et puis on partageait tous les mêmes lectures. Les géographes étaient en minorité, c'est sûr, mais ont joué un rôle majeur parce que justement, nous, on s'intéressait au système de production qui était loin des intérêts des anthropologues. Donc, notre contribution à la fois aux anthropologues et aux archéologues était fondamentale. Mais on partageait les mêmes lectures. Je me souviens, Marshall Salins, Clifford Geertz, Douglas Oliver, Carl Hyder, Pete Weider, Salisbury bien sûr, et puis il y avait les anthropologues australiens, Hogbin, Epstein, Bulmer, et puis aussi deux Européens, mais l'anthropologue Frédéric Barth, Ethnic Groups and Boundaries, quelqu'un qui a marqué beaucoup de monde pendant de longues années. Et puis aussi, je pense qu'elle était économiste, une Danoise, Esther Boserup, qui a écrit sur l'évolution des sociétés agraires. Enfin, il y avait un tel bouillonnement intellectuel à Canberra. Canberra, c'était ex-Canberra, Nouvelle-Guinée, qu'on commençait à faire des jaloux ailleurs dans le monde universitaire. Puis en Amérique du Nord, on commençait à parler avec une certaine, peut-être pas amertume, jalousie, mais de ce qu'ils appelaient le syndrome de la Nouvelle-Guinée. Et puis, effectivement, il y avait une présence nord-américaine anthropologique très importante, essentiellement des gens de Columbia, de l'Université Columbia, avec Pete Weider et puis Roy Rappaport, des gens qui ont fait des études fondamentales dans le domaine de, surtout Rappaport avec son livre Pigs for the Ancestors, et puis Weider qui a lancé la revue Journal of Human Ecology, et puis qui a marqué, et aussi Marvin Harris il n'était pas sur le terrain en Nouvelle-Guinée, mais il était nourri par toute cette information, ce savoir qui est arrivé de la Nouvelle-Guinée, surtout des hautes terres de la Nouvelle-Guinée. C'était un univers essentiellement, comment je dirais, anglophone, anglo-saxon, mais côté géographie, à un moment donné, vers 67, 68, il y avait une ouverture importante chez aux chercheurs français, notamment l'équipe d'un certain Gilles Sauter, qui était géographe, et puis un de ses étudiants, Joël Bonnemaison, qui est venu travailler dans le Pacifique, au Vanuatu, qui est venu à Canberra. Et puis eux, ils travaillent essentiellement sur les systèmes agraires en Afrique, et ils étaient également des gens de terrain. Ils travaillent tous, ils n'étaient pas des universitaires, mais ils travaillent essentiellement pour l'Orstom, ce qui est devenu aujourd'hui l'IRD, Institut pour la recherche en développement. Alors, il y avait, tout d'un coup, on se rendait compte qu'il y avait deux courants parallèles. Chez les Français en Afrique, et puis essentiellement chez les Australiens, ou centré sur les Australiens, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, comme ça, il commençait à y avoir beaucoup d'échanges
on se nourrissait les uns des autres. Ça dépendait des compétences linguistiques de chacun. Mais moi, je suis devenu très ami avec Joël Bonnemaison. On est resté en contact, on a échangé, on se visitait, on faisait des textes ensemble, écrivait des textes ensemble jusqu'à sa mort en 1990. 1997, je pense, 1997. Joël est allé travailler au Vanuatu, encore une fois vivant en milieu tribal, et puis pratiquant une sorte de géographie qui est axée essentiellement sur le travail de terrain, et puis où il y a va-et-vient continuel entre observation des pratiques agricoles, mais aussi mythologie, vie spirituelle, vision du monde, réseau d'échanges. Alors, voilà ce foisonnement. Alors comme ça, c'est ça, j'ai fait plusieurs choses en Nouvelle-Guinée, la New Guinea Research Unit, où j'ai commencé comme assistant de recherche. J'ai produit on faisait des monographies, des bulletins de recherche, et puis moi j'ai fait une monographie avec un autre assistant de recherche sur l'organisation de production et de distribution chez les Orcaiva. Donc on mesurait tout, on observait, on mesurait, mais on était des observateurs, on traversait pas la barrière entre... On n'était pas vraiment on faisait pas vraiment l'observation participante. On n'entrait pas dans la société. C'était le regard froid. Et puis, alors après, je suis allé dans les hauteurs, et puis ma thèse portait sur le système agraire des Inga, qui est la population la plus nombreuse, le peuple le plus nombreux dans les hauteurs. Et eux, ils cultivaient, pour cultiver la terre en haute altitude, dans un environnement où il y avait risque constant de gel ou d'inversion de température très basse au niveau du sol. Il cultivait la terre en forme de monticules. Il créait des monticules, tu sais, de peut-être 2 mètres de large et puis jusqu'à 1 mètre d'eau. Il remplissait la terre qui était labourée, très labourée, avec des restants de matière végétale pour augmenter la fertilité de la terre, mais aussi augmenter la température du sol. Alors ils sont arrivés à un système de production de patates douces en altitude dans un environnement où il y avait risque de gel. Ils arrivaient à produire de la patate douce en modifiant le microclimat des champs. Alors moi, je prenais beaucoup de mesures, tu sais, de température, de la surface, de l'intérieur des monticules, mais aussi des échantillons du sol, des plantes, mais en même temps, je m'intéressais à l'organisation sociale, la réponse aux pressions démographiques, les rapports entre tribus, comment on gérait ces pressions démographiques. Et puis, je cherchais à extrapoler à partir d'une étude locale à un contexte, à une lecture beaucoup plus régionale de comment les Néo-Guinéens s'adaptaient collectivement à la vie en altitude. Quand ils sont arrivés là, des basses terres avec des plantes, des cultigènes qui étaient d'origine tropicale, de la côte. Alors c'est ça.
ça, tout s'est passé très vite. J'ai fait mon doctorat en 3 ans, là, ce qui ne se fait plus, je pense. Et puis, mais je savais ce que je voulais faire. Je suis parti sur le terrain 2 ou 3 mois après avoir commencé mon doctorat, parce que je savais exactement ce que je voulais faire. Je n'avais pas besoin de faire une pré-enquête. Et puis aussi, il y avait un bon réseau de collaboration au sein de la communauté des anthropologues et géographes travaillant dans les hautes terres. Alors j'ai produit une monographie qui, dans la foulée qui est sortie peut-être un an ou deux après l'étude classique de Roy Rappaport, Pigs for the Ancestors. Moi, c'était sur The Mound Builders, Agricultural Practices, Environment and Society in the Central Highlands of New Guinea. Et puis, bon, ça a été publié chez les anthropologues, American Ethnological Society à Seattle, dans l'État de Washington. Et puis bon, mais c'est intéressant, c'est un ouvrage qui est toujours consulté, bon, je pense que c'est pas juste une question de méthode, et puis cette école d'écologie culturelle, mais c'était un moment critique dans l'entrée des hautes terres, des peuples des hautes terres dans le monde moderne, contact avec l'extérieur. Enfin, je suis retourné une fois plus tard en Nouvelle-Guinée. Ça, c'était au milieu des années 70, invité toujours par l'Université nationale d'Australie. Il y a eu un mois de gel successif dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée, de pertes énormes de ressources alimentaires, de patates douces, toutes les plantes cultivées ont souffert. Et puis les Australiens avaient décidé de monter un programme énorme d'aide pour, ils jugeaient que c'est une crise environnementale majeure, la façon occidentale classique maintenant, où on arrive avec des avions pleins de sacs de riz et tout ça pour aider des gens à passer au travers. Bon, si on m'a demandé de revenir, c'est parce qu'on jugeait que moi, je connaissais le système de production des gens au niveau local, mais je savais aussi comment la société était organisée, les sociétés organisées au niveau régional. Et donc j'ai passé plusieurs semaines, deux blocs d'un mois ou deux dans les hautes terres, dans la foulée de ces gelées-là, à voir quel mécanisme les gens avaient à répondre à des désastres de cet ordre-là. Et puis, effectivement, les gens avaient toutes sortes de mécanismes, parce qu'il y avait des réseaux de parenté, de mariage qui étaient structurés en termes d'altitude. C'est des niches écologiques où les gens qui demeuraient à 2000 mètres entretenaient des liens étroits, des liens d'abord, des réseaux sociaux, des liens de parenté avec des gens qui demeuraient en basse altitude. Alors, gel, perte des ressources en haute altitude, les gens partaient, ils descendaient en basse altitude, ils étaient accueillis par la parenté, et puis bon, quelques mois plus tard, ils retournaient avec le nécessaire pour repartir leur jardin dans la région d'origine. Alors moi, je faisais des rapports et puis une étude sur qui est, encore une fois, qui est un peu, je ne sais pas, passé dernièrement à l'histoire, qui illustrait comment les Inga répondent à des périodes de crise environnementale de ce genre-là, comment leur réponse à des perturbations climatiques dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée, et puis texte que j'ai publié il y a longtemps dans la revue de Pete Weider, Human Ecology, mais qui a été repris dernièrement dans un recueil de lectures
dans Environmental Anthropology de Michael Dove et Carol Carpenter, deux profs de l'université Yale. Alors, voilà, c'est ça, j'ai parlé pour terminer avec la Nouvelle-Guinée, c'est ça, j'ai dit les liens avec les Français, c'était surtout côté géographe, mais il y avait un autre Français qui nous a beaucoup marqué en Océanie, et puis ça c'est un dénommé Jacques Barrault, qui était un Calédonien d'origine, je pense, agronome de formation, mais qui gravitait très vite vers les anthropologues, et puis travaille pour le secrétariat du Pacifique Sud, et puis faisait étude après étude sur les pratiques agricoles des Mélanésiens, des Polynésiens, des Micronésiens, et c'est un homme qui avait une plume magnifique, capacité de dessiner, et puis donc il produisait des monographies qui étaient du même genre d'Audricourt. Tu sais, sa capacité de montrer les taroudières, les outils de travail. J'ai un pieu à fouiller quelque part ici, j'avais sur la... alors lui aussi, il nous a beaucoup marqué dans le Pacifique. C'est ça, c'est un pied à fouillir, là, c'est pour cultiver dans laborer les monticules de terre. On faisait des trous comme ça, puis on labourait, on travaillait la terre avec le côté un peu pelle en forme de pagaille ou pelle. Alors, Barrault a passé chez les anthropologues et puis ensuite il est allé travailler en Afrique. Il a quitté le Pacifique pour travailler en Afrique et puis il a terminé sa carrière là. Alors tout ça pour dire que j'ai été profondément marqué par mes années passées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'Université nationale de l'Australie. C'est l'université qui m'a inspiré le plus, l'environnement, mais c'est sûr, c'était un moment critique dans l'histoire de cette université-là sur le plan de la recherche, et puis ses responsabilités face au État fédéral australien. Mais il y avait une telle vigueur intellectuelle et enthousiasme qui déteignait sur nous tous. Alors, c'est ça, les géographes et les anthropologues de cette époque-là sont restés marqués pour toujours. Alors, mais j'ai terminé ma thèse donc ça, rapidement, à la fin de 68, 3 ans après avoir commencé. Et puis, bon, mais il fallait trouver un poste quelque part, et puis un poste d'enseignant, et puis c'était la belle époque, on venait de nous chercher, on n'avait pas besoin de poser sa candidature, et puis parce que les universités étaient en pleine croissance, et puis bon, on m'a proposé un poste à McGill, là où j'ai fait ma maîtrise, en géo à McGill, à d'autres universités aussi, mais McGill, et puis j'ai pas hésité, j'ai accepté, puis paf, je rentre. Peut-être motivé, non pas par le milieu intellectuel au sein du département, mais par l'énergie qui se dégageait dans la rue, puis dans les divers milieux intellectuels. Alors c'est ça, je suis revenu essentiellement pour le Québec, parce que vous savez, le Pacifique, travailler sur le Pacifique ici, à cette époque-là, ça n'avait pas de sens. Mais il y avait Dick Salisbury, mais je n'en connaissais pas d'autres. Je ne connaissais pas encore Pierre Maranda ou d'autres. Ça, c'était arrivé plus tard. Alors, je commence à enseigner à McGill en janvier 69 et je reste jusqu'à l'automne 78.
j'ai dit le Québec était en ébullition à ce moment-là. Peu avant mon retour, on venait de créer le Parti québécois. Il y a eu la crise linguistique à Saint-Léonard. Et puis en mars 1969, 3 mois après mon retour, il y avait McGill français, où il y avait 10 000 personnes qui se défilaient sur la rue Sherbrooke pour demander que McGill devienne une université de langue française. Et puis McGill avait la trouille, l'université était toute barricadée, la très haute administration pensait sérieusement déménager l'université dans l'Est ontarien. Et puis moi j'étais pas dans le défilé, mais j'étais dans la rue en train d'observer ce qui se passait. Et puis bon, 1 an plus tard, 70, l'élection des premiers députés du Parti québécois, 76, le Parti québécois remporte les élections. Alors je suis rentré dans ce contexte-là. Et puis, ça c'est une autre expérience marquante, dans le sens, peut-être, pas changement de cap au sens radical, mais cheminement intellectuel. J'ai continué à travailler en Nouvelle-Guinée jusqu'à 1976, mais j'ai trouvé ça difficile. J'étais seul, et puis la Nouvelle-Guinée était loin. J'avais personne ici avec qui partager mes recherches, mes intérêts, à l'exception des gens à l'Université Columbia qui avaient, Harris et Vida et les autres avaient organisé un séminaire d'écologie écologie humaine, et puis on allait 1 fois par mois à New York pour parler de tout ça, pour partager nos intérêts. Mais c'était... donc, je lâchais tranquillement prise. Et puis, bon, mais il y a eu un événement radical qui est déterminant. C'est qu'en 1976, je suis allé en Polynésie française. Je travaillais avec l'IRD, et puis je voulais faire une recherche semblable à ce que j'ai fait dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée, mais sur les atolls, dans les communautés polynésiennes demeurant dans les atolls des Tuamotu. C'est une question d'adaptation à un autre genre de marginalité. Alors, toujours dans une perspective écologique. Mais voilà, à part le vélo, j'avais un autre intérêt qui était le surf, le body surf, ce qu'on appelle, j'arrive en Polynésie à PPT jeudi, puis samedi je vais à la plage, et puis bon, je me fais renverser par une vague, et puis fracture de la colonne au niveau cervical, je ramasse à l'hôpital, et puis on me met dans un plâtre du cou jusqu'aux fesses, et puis parce qu'il n'y avait pas de spécialiste en Polynésie française, et puis il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec vous? Tu sais, les Français, on fait des évacuations médicales sur la métropole, tu sais, les démis, on les envoie en Nouvelle-Zélande. Vous, où est-ce que vous aimeriez aller? Puis je pense que je devrais rentrer à la maison. Alors, ils m'ont gardé pendant un couple de semaines pour avoir assez de force pour faire le voyage de retour, parce que j'étais pas mal magouné, et puis moi, j'ai entré à Montréal, et puis ils ont opéré, et puis ils m'ont remis ensemble. Mais enfin, c'était peut-être, c'était la mer qui m'a... la mer qui a décidé, l'océan Pacifique a décidé, mais écoute, tu arrêtes là, puis tu rentres au pays. Alors, je suis rentré au Québec, et puis je poursuivais des recherches que j'avais commencées très rapidement à McGill, à travailler où je suis passé des relations entre culture et environnement, culture et écologie, et à culture-territoire, et puis
un degré moindre culture et politique. Et puis, je commençais à travailler sur les, sur les groupes minoritaires de langue officielle, des anglophones au Québec et des francophones à Terre-Neuve. Et puis, c'était une époque où l'argent tombait du ciel, ou si je faisais des contrats pour le fédéral, pour étudier la situation des groupes minoritaires des groupes minoritaires de langue officielle, donc des anglophones au Québec, des francophones au Québec. Et puis, je commençais à collaborer avec des institutions parapubliques. On a créé à Québec, le secrétaire René Lévesque a créé pour Marcel Dubé le secrétariat permanent des peuples francophones. Et puis j'ai été prêté par l'université à ce centre-là. Avec des anthropologues, j'étais toujours à McGill, mais avec des anthropologues Laval, Louis-Jacques Doré, et puis à l'époque Jerry Gold, qui est parti après travailler à l'université York. On a lancé un grand projet de recherche sur la renaissance ethnique en Louisiane, parce qu'on avait l'impression que ça brassait partout, sur le plan culturel. Et voilà, donc je me suis éloigné tranquillement du Pacifique pour me pencher de plus en plus sur la question culturelle ici et ailleurs en Amérique du Nord, en milieu francophone. Et puis du fait même, je m'éloignais de McGill et puis j'étais de plus en plus attiré par l'environnement à Laval, qui était un environnement plus propice pour faire de telles recherches.